Alors, bonsoir. Bonjour Madeleine. Merci d'être là, c'est très émouvant. Je souhaitais secrètement que vous veniez ce soir pour cette soirée et ce livre. On va dire des merci parce que cette idée originale vient de Louis-Daniel Godin qui est ici ce soir puis à qui je vais passer la parole après, qui a proposé à la collection ECQ. ECQ, ça veut dire Essais classiques du Québec. Et c'est une très belle collection qui est dirigée par Guy Champagne, moi-même et Patrick Poirier. Qu'on a commencé ça, Guy et moi, aux éditions Nota Bene. Et puis, les PUM ont gracieusement fait transférer la collection là-bas, puis on la continue. Et puis, c'est des livres qu'on fait par responsabilité, je dirais, uniquement parce qu'on veut propager l'idée qu'on a une culture de l'essai au Québec et qu'on a donc des classiques aussi. On a donc des livres qui sont un peu différents des autres, qu'il faut publier un peu différemment des autres, et donc ça fait des lancements un peu différents des autres aussi. Donc, ouais, c'est vrai, hein? Puis c'est une soirée de lecture. Louis-Daniel et moi, on a eu l'idée de proposer la mise en scène de la soirée à Marilyn Brink, qui est ici. Et donc, on sent aussi la vivacité de mélanger plusieurs générations féministes. Ce soir, on le sent. Ce côté multiple et vivant. Donc, on relance pour l'avenir. C'est un peu le but de la génération, de la collection plutôt. Des fois, je fais des bons lapsus. Toutes ces années servent à quelque chose. Donc, je vous ai écrit un quatrième, Madeleine. Je vais lire ça, puis après ça, je vais passer la parole à Louis-Daniel. Ce serait aller contre la démarche de Madeleine Gagnon que de séparer la présentation de son livre de sa notice biographique. Cette écrivaine majeure de notre littérature fait certainement partie de celles qui ont le plus exploré les méandres de la subjectivité, par-delà toutes les délimitations génériques. Son œuvre, composée d'une quarantaine de livres, traduits dans plusieurs langues, décorés des plus hauts prix, gouverneur général Anatas David, passe de la poésie à la fiction, à l'essai, à la littérature jeunesse, du féminisme au marxisme, à la psychanalyse, au souverainisme, à l'internationalisme, à l'antiracisme. Née à Amqui en 1938, elle marquera une génération d'étudiantes et d'étudiants comme professeur de littérature. Puis continuera son chemin dans l'écriture, le voyage, la création, l'amour, la vie. Le deuxième tome de son autographie rassemble des textes de son œuvre critique et réflexive, encore aujourd'hui si subversive, où l'on peut voir se construire la conviction que l'écrivain n'est pas d'abord un artiste et ensuite, pour appuyer ou justifier son art, un intellectuel. L'écrivain est artiste et intellectuel tout à la fois, le jeu n'excluant pas la responsabilité. Ça, c'est les mots de Madeleine. Une autre citation de Madeleine. « Il n'est point de coupure entre les deux formes d'écriture, celle qui s'essaie à penser le monde et celle qui se risque à le rêver. » Beau, hein? Merci d'avoir écrit ça. J'ai accepté de publier ensemble ces textes appelés « Essais », dans cet esprit de rencontre entre deux formes d'écriture divisées le plus souvent pour des fins didactiques, mais pratiquées par moi dans le bonheur de la coïncidence. Alors, on peut l'applaudir, je pense. Alors, il faut aussi remercier les deux femmes qui sont à l'origine de ce livre-là, de l'édition originale, Jeanne Maranda et Maïr Vertuy, qui avaient... Bonjour. C'est Maïr qui est là? Bonjour. Ah, c'est émouvant, je ne savais pas. Merci beaucoup d'être là. Donc, il y a beaucoup de gens impliqués dans ce livre. Donc, avant de passer la parole à Louis-Daniel, merci à la librairie aussi, Le Guélion, qui participe à sa façon à poursuivre aussi l'héritage de Madeleine, je pense. Donc, merci d'être là. Puis, Louis-Daniel, à toi. Merci. Bonjour, bonjour Madeleine, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ému de voir autant de gens dans la librairie
pour cet événement, lancement, discussion. Moi, j'ai pas préparé de mots. Je vais laisser rapidement la parole à Marilyn, mais peut-être dire que j'ai un peu initié le projet de la réédition de ce livre que j'ai découvert un peu par hasard. En fait, Madeleine Gagnon a enseigné à l'UQAM longtemps avant moi des théories psychanalytiques, féministes, la création littéraire, et c'est comme une filiation que j'ai retrouvée, retrouvée, et qui m'occupe depuis plusieurs années. C'est-à-dire, c'est une œuvre que j'enseigne maintenant, que j'essaie de mettre en valeur, et la réédition de ce livre-là, ça participe à la recirculation de cette œuvre-là. Je trouve ça important. Puis voilà, donc c'est un événement, Marilyn va davantage vous en parler, mais on voulait que des écrivains, écrivaines, étudiants, étudiantes lisent des extraits, parlent de leur rapport à ces textes. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Je laisse Marilyn. En fait, je vais pas répéter, l'objectif, c'était vraiment d'inviter 5 penseurs, penseuses et créatrices, créateurs à venir lire des extraits de l'ouvrage et à entrer en dialogue avec les extraits qu'ils avaient choisis selon leur sensibilité. Donc, à vraiment faire quelque chose de personnel et d'incarné pour montrer l'actualité encore aujourd'hui de l'œuvre de Madeleine Gagnon. Puis, sur ce, les transitions, c'est pas mon fort, je suis désolée. J'ai invité Louise Dupré à venir lire son texte. Je vais quand même prendre le temps de la présenter rapidement. Poète, romancière, dramaturge et essayiste, Louise Dupré a enseigné pendant 20 ans la création littéraire à l'UQAM, en plus de signer de nombreuses études sur l'écriture des femmes au Québec. Écrivaine et féministe, son œuvre littéraire est traversée par les thèmes de la sororité, de la filiation, ainsi que de la mémoire collective. En 1989, elle publiait sa thèse de doctorat sous le titre de Stratégie du vertige, dont la 3e partie était dédiée à la pratique poétique de Madeleine Gagnon dans les années 70, contribuant grandement à son inscription dans l'histoire littéraire. Je vous laisse la parole. Oui, Madeleine, je suis tellement contente et tellement émue d'être ici ce soir. Tellement émue. J'ai pris des notes, je n'ai pas fait de texte et je voudrais vous lire des extraits de Toute écriture est amour. J'ai apporté mon livre qui est paru en 1989. J'ai le prix encore derrière, 16,95. Chez Champigny, le Guélion n'existait pas encore. Alors, il est tout annoté, souligné, et j'ai sorti mon livre et j'ai décidé de lire dans ce livre-là ce soir, même s'il y a des petites différences avec l'édition. Je veux saluer aussi Maïr, qui est ici, et Jeanne Maranda, qui ont recueilli les articles de ce livre important dans l'essai québécois et pour l'écriture des femmes. Je suis tellement heureuse que Louis Daniel ait pensé le republier. C'est un livre qui a fait sa marque et on a la mémoire courte au Québec, on le sait, et il faut qu'on arrête d'oublier et qu'on se souvienne. Et je suis heureuse ce soir de parler de ce livre-là, qui est tellement riche qu'on ne peut pas tout dire, évidemment, mais je vais aborder 2 petits points, vous dire ce qui, moi, m'a touchée. Mais avant, je veux dire que Madeleine, puisqu'il y a beaucoup de gens de l'UQAM ce soir, je suis entrée à l'UQAM en 1988. Madeleine était partie. Madeleine nous a ouvert la voie de l'écriture des femmes parce qu'elle a osé enseigner l'écriture des femmes et elle a enseigné la création littéraire aussi. Et je peux vous dire que déjà, en 88, c'était pas facile. C'était pas des approches qui avaient le vent dans les voiles. Alors, j'imagine ce que c'était de 69 à 82 d'enseigner l'écriture des femmes et d'enseigner la création littéraire. Et merci, Madeleine. Si on a pu continuer, c'est parce qu'il y a eu des professeurs comme toi qui nous ont ouvert la voie.
Alors, ce livre-là, je le vois aussi comme une façon de penser l'écriture et le féminisme, mais à la façon d'une écrivaine. Alors, bien sûr, il y a de la théorie. C'est un livre qui s'appuie sur la théorie. Madeleine Gagnon est une femme extrêmement cultivée, c'est une érudite, mais elle ne le montre pas. Hein? Ce n'est pas un livre savant. Et c'est une grande qualité. C'est un livre du cœur. C'est un livre qui est habité par une pratique d'écriture, puis une pratique de l'enseignement. Et on voit sa pratique de l'enseignement, on voit les deux dans ce livre-là à toutes les pages. Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais évidemment, je vais laisser la place à d'autres. Je dirais que ce que j'aime de ce livre-là, c'est que ce n'est pas un recueil de textes épars, il a une grande unité. Et c'est un livre qui regroupe des textes qui sont parus dans des revues. Je vais vous les nommer parce que quand même, il y en a plusieurs ici qui vont s'en souvenir. Ceux qui pratiquent, on disait ça très bellement tout à l'heure, la jeunesse depuis un certain temps, là. Alors, La barre du jour, Chronique, Dérive, Urgence, Estuaire, qui existe encore, mais qui commençait aussi, qui existait à ce moment-là. Donc, ce sont des textes qui ont été rassemblés, mais on voit quand même l'unité de pensée. Alors, je voudrais m'attarder à deux aspects de ce livre-là. Bon, la vision de Madeleine, vous me permettez si je l'appelle Madeleine, on se connaît bien. Alors, la vision de Madeleine, selon laquelle l'écriture est liée à la pulsion de vie, elle permet de défaire les nœuds mortifères chez l'écrivain et l'écrivante en levant le refoulement, puis elle permet l'accès à son propre désir. Et ça, pour les jeunes auteurs qu'on était à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire de se donner la permission de sortir de tous les nœuds qui nous encombraient et puis d'aller au-delà pour suivre vraiment ce désir-là qui nous habitait. Alors, pour elle, toute écriture est amour. Et je vais vous lire un petit passage qui, moi, me parle énormément. Alors, laissez-moi trouver ma page 168. Je vais mettre mes lunettes. Alors, c'est La tentation autobiographique. C'est le texte qu'elle avait lu à une des rencontres québécoises internationales des écrivains sur le thème, justement, de l'autobiographique. Et c'est un texte absolument magnifique dont je vais vous lire un petit extrait. Alors, le début, parce que je vais quand même vous le situer, elle dit que la position de Narcisse est une position mortifère parce qu'on se regarde, on s'enferme et que l'écriture nous permet de nous ouvrir. Alors, je vous lis quelques paragraphes. L'écriture autobiographique se passe entre l'enchantement et le désespoir, dans ce moment à la fois très bref et infini, où je peux penser et rêver l'autre, tout autre en moi. Toute écriture est autobiographique et le récit de vie, la recréation de sa propre vie est, pour chaque sujet, la seule alternative possible au pur ravissement narcissique. Je est un autre, vit au mieux dans l'écriture parce que l'autre qui me voit, me rêve et me pense, a laissé sur mon corps monument des traces, des marques, des tatouages, des lettres que la lettre pourra éventuellement déchiffrer. La tentation autobiographique est d'abord et avant tout une question de désir, c'est-à-dire de passage vers l'autre, l'autre en soi et l'autre hors de soi. Narcisse meurt,
non pas d'aimer trop sa propre image, on ne s'aime jamais trop, on ne se contemple jamais assez, le ravissement de soi n'est jamais assez total. Narcisse meurt de désir, de privation de désir, de cette incapacité d'aimer, l'autre en soi, l'autre hors de soi. Le désir autobiographique me semble intimement lié au désir amoureux, aussi fondamental, prégnant, vivant, éternel pour l'individu que le désir amoureux. C'est à la vie amoureuse que meurt Narcisse, comme meurent à l'amour tous les individus qui, pour toutes sortes de raisons complexes, n'accéderont pas à la recréation de leur propre vie par la connaissance de leur propre autographie. Le désir autographique est inhérent aux premières pulsions vitales qui consistent à ne pas effacer, ne pas refouler les inscriptions de tout autre laissées en suspens sur le corps monument. Amour de toutes ces traces mnémoniques qui sont, pour l'individu, la preuve tangible, palpable, que je n'a pas été complètement séparé de l'autre dans sa solitude initiale. Le désir autographique est essentiellement lié au désir amoureux de faire revivre l'autre en soi, l'autre de soi. Tout autre qui, sur l'infinie fresque souterraine du corps, a laissé des impressions de son passage. Ça va? Il reste un petit peu de temps? Un petit peu. Alors, je veux simplement terminer, parce que le temps passe vite. Je veux dire que l'écriture doit être arrachée au corps, aux traces, aux marques laissées par l'autre et qui sont refoulées. Et puis, l'écriture du corps va être déterminante pour l'écriture des femmes, ça on le sait. Et chez Madeleine Gagnon, cette notion est abordée non pas en apportant des réponses claires et définitives, mais en se questionnant toujours. Elle ne ferme rien, elle ouvre constamment. Elle a des très, très belles pages sur le féminin de l'écriture. Pour elle, le féminin, c'est cette langue d'avant la langue qui relève du maternel, une vision qui s'apparente à celle de Julia Kristeva et qu'on va retrouver aussi chez Cixous, Michel Montrelé, Luce Irigaray. Bon. Et ce qui me semble très important de dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'essentialisme, jamais, mais ce sont les marques laissées dans le corps par l'autre qu'il s'agit de défricher, de dévoiler. Et en ce sens-là, on a beaucoup dit que la deuxième vague du féminisme était souvent un essentialisme, mais en tout cas pas chez Madeleine Gagnon. Et ça, il faut le préciser. C'est une parole, c'est une théorisation qui reste encore extrêmement actuelle et je pense qu'on doit continuer à lire, à approfondir, qu'on n'a pas fini d'explorer. Et c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Alors, merci Madeleine de tout ce qu'on te doit. Et merci Madeleine de tout ce qu'on te doit. Merci beaucoup. Je vais inviter tout de suite Chantal Ringuet à venir prendre la parole. Je vais aussi quand même la présenter. Écrivaine, chercheuse et traductrice, Chantal Ringuet s'intéresse aux enjeux de la mémoire, à la littérature yiddish, aux voix des femmes et aux relations entre la littérature et les autres arts. Entre histoire collective et mémoire familiale, son écriture est porteuse d'échos, de traces et de résonances du sensible. Elle a soutenu en 2007 une thèse de doctorat sur les enjeux créateurs et mortifères de la transmission entre mère et fils, dont le deuxième chapitre s'arrêtait sur le deuil inaccompli de l'objet maternel dans le roman Le Vent majeur de Madeleine Gagnon, publié en 1995.
Merci. Bonsoir. Est-ce qu'on peut monter un peu le micro? Non? Est-ce qu'il y a un moyen de... Je le prends comme ça, tout simplement. Parfait. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à Louis-Daniel Godin de m'avoir invité à participer à cette soirée. C'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir parce que, comme l'a dit Marilyn, j'ai non seulement beaucoup lu Madeleine Gagnon, mais j'ai aussi consacré un chapitre d'une thèse en études littéraires à l'un de ses romans. Et pour moi, ça reste un apport incontournable à la littérature québécoise et dans toute ma formation en littérature et pour mon écriture. Alors, relisant ce très, très beau texte, ce très bel ouvrage en réédition, et je salue ici donc ceux qui ont entrepris cette formidable initiative et également l'éditeur, parce que c'est très intéressant de voir la transmission, justement, des écrits de Madeleine Gagnon aujourd'hui. Donc, relisant ces extraits, ce sont surtout ceux qui portent sur l'écriture et l'œuvre d'art, donc le lien entre écrire, peindre, le texte, le tableau, qui m'ont interpellée et en fait qui présente certaines résonances pour moi avec un texte que j'ai publié il y a quelques années, inspiré d'un tableau de Françoise Sullivan, un tableau rouge avec lequel je vis depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, je vais lire certains extraits de Madeleine Gagnon, intercalés avec des extraits de mon texte qui avait paru dans les textes publiés par le Centre international d'art contemporain. Voilà. Au fil des ans, sur l'établi du livre, j'ai découvert l'écriture des pierres. À un certain point de la réflexion, le déchiffrement des traces engage les deux écritures dans une promesse de complémentarité. Alors, avec elle, je suis née au mouvement du pinceau et des plumes. Oiseau de bonheur dans l'écriture qui, d'une absence, crée un lieu-dit entre les lignes du temps. Le même espace s'ouvre, un parc, des mots, une matière infinie dans la matière informe. Le texte appelle ce geste. La parole écrite s'ajuste au corps graphique. Je me déplace entre les signes, comme entre les allées d'un paysage intérieur où l'astre s'agenouille et se soumet à l'attente des ombres. L'acte pictural se conjugue à l'acte littéral. Le temps ne se mesure plus au compte-gouttes des instants quotidiens et l'espace fidèlement s'offre au temps de l'inédit. Les frontières de la page cèdent. Le mot s'étend, se répand sans limite. La poésie prend enfin sa forme génétique, son véritable enjeu, la possibilité du silence dans la traversée de toute chose nommée. De là surgit une lumière. Lumière. Le tableau rouge est là. Soudain, il s'anime. Les yeux s'ouvrent au miroitement du tableau. La lumière qui oriente le sens de la toile à peindre. La lumière qui oriente le sens de la toile à regarder. Le temps qui oriente le sens général du tableau, sa façon particulière de me regarder. Au point du jour, quelques rayons effleurent sa peau sanguine. Je cherche le rythme de son mouvement sonore. J'observe la clarté s'y déposer par vagues ondoyantes, une exigence du cœur. Le voici, un champ de roses rouges en floraison, pétales serrés les uns contre les autres, dans l'intime d'un jardin anglais. Un tourbillon de gaieté annonçant une promesse à tenir. Et encore, un carré de soie rouge vêtu d'une jupe de tulle corail. La jupe virevolte, soulevée par le vent, dévoile le haut de la cuisse. Une fraîcheur traverse l'entrejambe. Une chevelure au vent capte le scintillement initial.
Peindre, c'est d'abord un choix de texture. Je suis déjà dans le tableau quand je caresse de la main, avec le pouce et l'index, le papier matière qui recevra mon geste. Quel corps, quelle peau ai-je envie de caresser? Et selon l'humeur, je me donnerai au plaisir de toucher le rugueux ou le soyeux, le granuleux ou le lisse. Je suis déjà dans le rêve amoureux, dans ces gestes rythmés. Je donnerai mon corps au corps par lequel je rêve la matière. Corps de velours, de coton ou de soie, corps de laine ou de satin, car le corps désiré est à lui seul un continent. Il contient toutes les fibres végétales de la terre, selon les régions, selon qu'elles jouissent d'une exposition à l'air et au soleil, ou qu'elles croissent à l'ombre, ou encore sous les pluies. Soleil rouge fondu, éclat de crépuscule mauve. Les yeux découvrent l'incandescence du tableau, l'ardeur qui oriente le sens de la vie avec le tableau, l'ardeur qui oriente la fragilité de la vie sans le tableau. J'éprouve un saisissement au centre de la poitrine. Tout est posé sur la toile. Dans la régularité du mouvement circulaire, je perçois le geste assuré de la main. Le voici, un sentier menant à l'orée d'un bois où les framboises me font de l'œil. Et encore, quelques gouttes de rosée dans un champ de coquelicots ficelés d'une lumière mauve. Quelques lueurs de nuit apportées par la danse du feu à l'horizon. Je voudrais tourner sur moi-même à l'infini, virevolter dans le carmin, plonger dans l'Oriental Ruby, boire le Rose Carnation. Peut-on se mirer dans un tableau comme on s'observe devant un miroir, comme on s'épanche dans un journal? Puis j'entre dans le moment actif du tableau. Je suis perplexe. Je n'ai plus de mots qui renvoient au concept ni d'images à quelques figures que j'aurais pour dessein de communiquer ou de représenter. Ce travail, ne le fait-on pas tout le temps? C'est le familier, l'obsédant. Non, ici je me promène sans trop penser, entre une matière certaine et une forme à venir, énigmatique. Qu'adviendra-t-il de l'acte amoureux? Comment informer ce corps qui m'appelle par ce corps, méconnu de moi, mais qui, par moi, surgit? La forêt rouge me traverse. Immergée dans ses herbes et ses branchages, je hume l'air humide. Son odeur de bois et d'aiguilles de pin, son parfum de terre ocre. J'écoute une respiration. Un souffle grenat aux éclats d'ombre. Un souffle vermillon cerclé d'hyacinthe, un souffle amarante aux fleurs de pêcher. Je lève la tête. Une aile d'oiseau bat dans le feuillage roux. 2 ailes, 4 ailes. Bientôt, elles s'achemineront jusqu'aux faîtes crénelées des montagnes. Je songe aux drapés tombants de certaines peintures italiennes. Le soleil d'Aurora Red m'enveloppe dans son étole de velours moiré. Je baisse la tête. La berceuse de Peach Blossom Red m'entoure dans ses volants de dentelle ouvragée. Il me faut percer l'épaisseur de la nuit, quitter sa longue cape de velours. Épaules nues, il me faut traverser dehors, au-delà du miroitement qui éblouit. Main aveugle, sauter. Merci beaucoup. La prochaine personne qu'on... Pardon. Tu peux continuer. La prochaine personne qu'on entendra est Audrey-Anne Gascon, qui est titulaire d'une maîtrise en études littéraires. Elle a publié des textes dans plusieurs revues, dont Estuaire, Mobius et Le Pied, dont elle a été la rédactrice en chef de 2021 à 2022. Sa démarche d'écriture explore entre autres des questions de filiation et de sororité. Son texte « Généalogie de la fuite » a remporté le prix Voix de la relève au Gala d'excellence de la SODEC en 2024. Après avoir travaillé dans les domaines de l'édition et de la poésie, elle œuvre maintenant en communication dans le milieu de la culture.
Je t'invite à prendre la parole. D'abord, moi, je voudrais remercier Marilyn et l'équipe des Plumes là, de m'avoir invité à prendre la parole ici ce soir. C'est vraiment touchant d'être là. Puis c'est un honneur pour moi, vraiment. Puis je vais commencer d'ailleurs ma prise de parole par une petite confession, c'est-à-dire que je connaissais peu les essais de Madeleine Gagnon avant d'être invitée ici ce soir. Je l'avais croisée un peu par la bande là, dans mes recherches de maîtrise parce que moi j'ai travaillé en fait sur les écritures au féminin au Québec dans les années 70-80. Je me penchais un peu plus sur l'œuvre de Nicole Brossard, mais ce qui fait que forcément j'ai côtoyé un peu la poésie de Madeleine durant ces recherches-là. Donc j'étais très contente d'avoir l'opportunité de découvrir ces essais ce soir. Ben pas que ce soir, mais en prévision de ce soir. C'est une œuvre que j'ai trouvée vraiment audacieuse, vraiment exigeante et que j'ai été ravie de découvrir parce que ça convoquait plein d'affaires du féminisme en passant par la psychanalyse, puis le marxisme aussi, ça va vraiment toucher à plein de théories et de sujets que j'ai trouvés fascinants. Donc voilà, c'est des réflexions que j'ai trouvées vraiment audacieuses et vraiment stimulantes que j'ai été très heureuse de découvrir. Donc moi, j'ai décidé de me pencher plus précisément sur un texte du recueil d'essais, qui est le même que Louise a choisi en fait. J'ai moi aussi été très touchée par toute écriture est amour. Ben je m'intéresse moi aussi aux questions de filiation puis tout ça. Puis ça me parlait beaucoup parce que voilà, oui. C'est ça, je m'intéresse aux filiations, donc à la fois celles avec lesquelles on est, celles qui nous sont imposées dans la vie, mais celles qu'on se crée, puis toute la place de l'amour dans ces relations-là. Puis même si l'écriture, c'est un geste qui est solitaire, puis qui relève souvent du privé, puis de l'intime, je pense que l'écriture, c'est aussi fondamentalement une manière de s'inscrire avec les autres, puis aux côtés des autres. Donc voilà, c'est pour ça que la tentation autobiographique m'a beaucoup parlé. Puis c'est une posture sur les écritures autobiographiques que j'ai trouvée assez audacieuse en fait parce que ça a été écrit en 86 comme Louise l'a mentionné tantôt. C'était à une époque où les écritures de soi étaient il n'y avait pas la cote comme aujourd'hui là. Maintenant c'est très populaire les autofictions, les récits de soi, c'est quelque chose qui s'écrit beaucoup, qui se lit énormément. Surtout au Québec on en fait beaucoup, mais à cette époque-là c'était pas le cas, donc j'ai trouvé très audacieux cette posture-là pour les écritures de soi. Donc, je vais commencer par lire un petit extrait qui recoupe un peu celui de Louise, là, donc vous m'excuserez, mais on va en sortir un petit peu par après. Donc, oui, je vais essayer de faire ça un peu plus fort, je suis bien désolée. OK, donc, c'est le tout début du texte. L'écriture est l'antidote contre le délire narcissique. Quand Narcisse contemple son image, il est virtuellement appelé à l'acte créateur. La contemplation de soi est la condition essentielle à toute création d'œuvre. Mais quand Narcisse veut saisir cette image, s'en emparer comme le réel de lui, comme s'il n'y avait entre elle et lui aucune distance, aucun leurre, aucune fiction, aucune écriture, il entre en symbiose, y colle et s'érive, il en meurt. Si Narcisse avait accédé à l'écriture de sa vision, il ne se serait pas engouffré en elle. L'écriture autobiographique se passe entre l'enchantement et le désespoir, dans ce moment à la fois très bref et infini où je peux penser et rêver l'autre, tout autre en moi. Toute écriture autobiographique est le récit de vie, la recréation de sa propre vie, est pour chaque sujet la seule alternative possible au pur ravissement narcissique. Je est un autre, vis au mieux dans l'écriture parce que l'autre qui me voit, me rêve et me pense, a laissé sur mon corps monument des traces, des marques, des tatouages, des lettres que la lettre pourra éventuellement déchiffrer. La tentation autobiographique est d'abord et avant tout une question de désir, c'est-à-dire de passage vers l'autre en soi et l'autre hors de soi. Narcisse meurt, non pas d'aimer trop sa propre image, on ne s'aime jamais trop, on ne se contemple jamais assez. Le ravissement de soi n'est jamais assez total. Narcisse meurt de désir, de privation de désir, de cette incapacité d'aimer, de comprendre et de rêver, l'autre de soi, l'autre hors de soi. Donc, ce que je veux souligner en commençant dans cet extrait-là, c'est la grande poésie qu'il y a dans l'écriture de Gagnon, même dans ses essais. Donc, il y a quelque chose dans le rythme, dans le choix des mots qui relève vraiment pour moi de la poésie, puis je pense que c'est un choix qui s'inscrit dans une démarche vraiment
consciente, puisqu'on a donné cette citation-là au début de la soirée, mais dans le recueil d'essais, Madeleine Gagnon écrit « L'écrivain est artiste et intellectuel tout à la fois, le jeu n'excluant pas la responsabilité. » Puis je pense que c'est exactement ça qu'elle essaie d'incarner en faisant ce choix formel-là, parce qu'en insufflant de la poésie dans les essais, on est à la fois donc artiste, puisqu'il y a le souci esthétique, mais aussi intellectuel, parce qu'il y a tout le côté réflexif de la pensée de l'essai. Puis maintenant, si je me penche un peu plus précisément sur l'extrait que je viens de lire, bon, on peut voir que à travers la figure de Narcisse, entre autres, là, je trouve que la question qui est posée, c'est où est-ce qu'on peut écrire si c'est pas à partir de soi-même? Puisqu'on écrit forcément à partir d'un point de vue qui est situé, qui est biaisé, donc autant l'assumer jusqu'au bout de cette démarche-là. Dans l'extrait, on avait la citation « La contemplation de soi est essentielle à toute création d'œuvre ». Ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'il faut bien se connaître pour comprendre, bien comprendre à partir d'où on écrit. Parce qu'une objectivité totale, c'est impossible. De prétendre à l'objectivité, on s'inscrit un peu plus dans le logos, c'est-à-dire comme le discours rationnel, la raison, le sens, la logique. Puis je pense pas que c'est dans cette optique-là qu'on aborde l'écriture chez Gagnon. Parce que l'écriture, c'est avant tout une expérience qui est subjective, qui permet de se mettre en récit soi-même, puis par ce geste-là, de devenir sujet, d'avoir de l'agentivité dans sa propre histoire, dans la manière dont on la raconte. Le récit de soi, ça permet la recréation de sa propre vie. Donc l'écriture devient un geste d'émancipation au final. Parce que la mise en fiction de soi, c'est un exercice qui permet en fait de s'éloigner du narcissisme en installant une distance. Je est un autre. La connaissance de soi, puis de son reflet, c'est ce qui permet de cultiver un rapport sain à soi parce qu'on installe une distance avec ce reflet-là. Puis de prendre le temps de se connaître, de s'examiner aussi, c'est en fait un exercice d'empathie puis d'autocompassion. Donc pour raisonner avec le titre du recueil, « Toute écriture est amour », on peut se dire que l'écriture de soi, ce serait comme un geste d'amour envers soi. Ce que j'entends aussi dans ce passage-là, c'est l'importance de la corporalité dans l'écriture. Louise a abordé ça aussi un petit peu. Parce que l'écriture porte la trace de soi comme nos corps portent la trace des autres. Donc le corps devient comme un médiateur entre l'expérience puis entre l'écriture qui en découle. Donc c'est par le corps qu'on arrive à cette écriture incarnée. C'est le corps qui expérimente le désir, qui est un modèle, pas un modèle, pardon, mais un moteur qui est essentiel à l'écriture. Donc on va aller lire un autre extrait. Qui porte là-dessus. Le désir autographique est essentiellement lié au désir amoureux de faire revivre l'autre en soi, l'autre de soi. Tout autre qui, sur l'infinie fresque souterraine du corps, a laissé des impressions de son passage. L'élaboration autographique, comme celle d'ailleurs du désir amoureux, n'est pas toujours chose facile. Contrairement aux autobiographies courantes qui se donnent pour pleines, lisses, totales et qui prétendent à la limpidité du vrai historique, celle-ci se sait incertaine, douteuse, aléatoire. Au départ, elle se sait fictive. Elle sait que la fiction, c'est l'invention nécessaire qui intervient dans une certaine lecture unificatrice des fragments épars. Il se passe en écriture ce qui arrive en rêve ou en fantasme. Quand je rencontre l'autre, c'est à un cortège de pulsions, de lambeaux d'images, de parcelles de mots qu'il fait face. Alors intervient la fiction, littéralement une invention. Une façon de tenir tout ça ensemble pour produire le corps recomposé, l'œuvre unifiée. Il n'y a que l'écriture qui sache lire de façon unifiée les graphies dispersées du corps opaque, lire et relire, relier tout cela dans le grand livre universel. Délier d'abord la main qui retrace, puis tramer patiemment, amoureusement avec le délire de la fiction. Livrer les graphies après avoir délivré le corps monument de sa charge de signes hétéroclites. Le motif central du grand livre universel des poètes, c'est de tout temps l'écriture autographique. Créer sa propre vie dans l'objet livre, c'est sans doute la façon la plus sage et la plus humble d'échapper à la fusion narcissique. Mais c'est aussi une façon d'éviter la prétention à la vérité objective du logos. L'intelligence autographique sait, avec l'intuition du feu, que la rencontre de l'autre ne se peut jouir en symbiose. Elle sait qu'en ce lieu d'adéquation totale, c'est la mort de moi. Elle sait que moi rencontre et aime l'autre à travers la distance, perte, manque, abandon, absence. Mais elle sait aussi, et vient de ce savoir étrange et savoureux, hanter régulièrement les manuels du logos, qu'il n'est de vérité que mue par la fiction, et qu'il existe autant de vérités fictives que de sujets fascinés prêts à les écrire. Donc je vais terminer rapidement. Mais
Voilà, ce qui ressort pour moi, c'est que le désir, en fait, c'est une force motrice non seulement de l'écriture, mais aussi de la création de soi. Donc le désir, c'est une pulsion de vie qui nous force à aller vers les autres, mais aussi à nous examiner pour pas sombrer dans notre propre reflet, comme Narcisse. Donc le désir devient une force créatrice, puis le désir amoureux devient une pulsion pour s'affranchir. Donc puisque l'écriture est un geste de création de soi, c'est un acte d'engendrement. On nous parle dans cet extrait-là d'un acte créateur dans la scription du jeu. Puis cette création-là aussi, elle se fait pas seule, elle se fait forcément avec les autres, en dialogue, en côtoyant, puis en co-créant avec les autres, enfin. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est l'utilisation du mot autographie. Donc, on parlait pas, par exemple, de récit de soi ou d'autofiction. C'est autographie, donc auto, soi, puis graphie, écriture, que je trouve une contre-proposition intéressante au mot autobiographie. Donc, l'autobiographie qui est comme un récit plus lisse, plus collé aux faits, qui s'inscrit plutôt dans le logos. Autographie, c'est pas ça. Puis je trouve que l'absence du mot bio dans autographie, elle est importante, puis elle est parlante, parce que c'est dans cet espace-là, je crois, que la fiction peut s'insérer, puis naître, puis advenir. La fiction est essentielle parce que c'est l'outil qui nous permet de négocier avec le réel pour trouver son agentivité, pour créer sa propre vie, puis créer du sens. Parce que la fiction permet de combler ces trous-là, puis de produire du sens, de faire sens de sa propre histoire. Donc la fiction, comme le désir, est un peu une puissance unificatrice, puis porteuse de sens. Puis voilà, pour conclure rapidement, donc ce moi-je, scripteur du sens, invite à négocier cette tension-là entre le réel et la fiction, entre l'objectivité et la subjectivité, pour trouver comment on s'écrit, puis comment on s'inscrit aux côtés des autres. Donc, voilà. Je vous remercie. Diane Régimbal, je continue, questionne le monde et sa force libre d'exister. Elle œuvre depuis de nombreuses années à faire entendre la pluralité des voix des écrivaines qui témoignent des violences et des inégalités. Elle a participé à plusieurs projets collectifs, anthologies, livres d'artistes et événements littéraires au Québec et à l'étranger. Les thématiques du corps, de l'identité, de l'altérité, de l'errance et des liens et des ruptures marquent son œuvre. Lors de ses études universitaires, elle a eu la chance de suivre les cours offerts par Madeleine Gagnon en littérature et en psychanalyse. Bonsoir tout le monde. Madeleine, ma belle Madeleine. Alors oui, j'ai eu des cours à l'UQAM, puis des cours à l'Université de Montréal quand Madeleine était prof libre, puis qu'elle faisait ce qui lui tentait. Puis elle aimait beaucoup ça. Alors, en écriture et psychanalyse, c'était vraiment super chouette. Donc, chère Madeleine, comme il me fait plaisir de te lire et lire dans ton texte, y a-t-il des écritures sans lieu, sans territoire? Et partager ce qu'il m'en inspire. L'écriture est amour, diras-tu. Et comme elle est amour, elle se trouve dans le hors-lieu du temps, sans territoire, sans papier, sans passeport. Elle se livre à une passion sans borne. Pourtant, et tu la mettras dans sa polysémie, là où le livre est territoire de l'écriture, dira Jabès, tout au long de sa quête, il questionnera le livre comme tu le feras. Tu reviendras sur ce questionnement en renversant l'issue. L'écriture est-elle vraiment le livre? S'y trouve-t-elle là essentiellement? Elle s'y trouve, certes, mais pas que. Et tu débouteras le chemin de l'écriture, le faisant traverser diverses frontières, autres territoires que celui du livre, poussant sa route dans et vers l'ailleurs, mentionnant que l'écriture est désert infini ou mer sans bornes. Apatride, elle se trouve dans l'antériorité d'elle-même, ce qui la précède étant l'ombre de la lumière, grotte infime qui traverse pores de peau, os, sang. Chaque geste creuse la pensée, la bascule, la rebondit, la renonce pour courir vers l'air qui, fugace, déplace la langue. Les lieux de l'être rassemblent images, signes, traces, pétroglyphes, poursuivras-tu. Leur archipel compose avec l'absence, la disparition, le manque, ce qui constitue la polysémie des écrits.
tu écris, et là je te cite longuement. Et s'il y avait une antériorité à cette épiphanie des signes que constitue le livre, et aussi à leur encerclement dans l'espace de la reliure, et s'il y avait une préfiguration de ce territoire bien matériel, une figure d'avant les ordonnances et les repères de l'œuvre délimitée, finie, s'il y avait avant ces commencements et ces fins de l'écriture livrées à chaque fois que la géographie d'un manuscrit laisse entrevoir un nouveau continent, s'il existait un territoire de l'écriture sans confins, sans autre finalité que ces inscriptions laissées là, dans les hasards et les accidents du temps et de l'espace, ce lieu, ce territoire pourrait être formé du corps monument de chacun, et les seules frontières seraient celles du monument de l'autre, des autres, dans une réciprocité des signes, une fluctuation, une mouvance, où les corps-livres préfigureraient les milliards de livres infinis, jamais atteints, jamais écrits. Là, dans ces espaces démultipliés, il n'y aurait que des monuments sans socle, espèces d'archives vivantes, inclassifiées, inclassifiables. Et d'ailleurs, toute tentative ultérieure d'encodage interprétatif, de mise en ordre critique, ne serait que la métaphorisation délirante de ce manque fondamental à représenter. Et pourtant, là seraient ces lieux de l'être, où constamment viendraient puiser les scripteurs de formes d'images et de formes de mots que sont les artistes, les écrivains artisans, et j'aime bien. L'être non figuré, mais virtuellement figurative, formule non conçue, mais potentiellement concevable et même conceptualisable. Marques de feu de la chair imprégnée d'histoire, avec lesquelles des scribes feront feu de tout mot en inventant de toutes pièces des histoires qui se dérouleront inlassablement sur les scènes du livre, ou, dans ces traces préfigurantes de l'archéologie psychique, viendront se greffer des voix, des personnages, des personnes mêmes, qui constitueront autant de peuples civilisés rapatriés dans les territoires conquis du livre. Je ferme la citation. Mais sans relâche, l'espace de l'écriture creusera des sillons inattendus, certes dans le jeu du réel, mais surtout détachant ces lettres afin que la langue produise d'autres sens dans l'imaginaire inconnu même du rêve. Il y aurait l'inconnu, celui-là même qui hante le vivant. Il n'est ni toi, ni moi, ni forme, ni matière. Il est ce que l'humain cherche dans l'intangible qu'il poursuit. Le livre circonscrit une somme de l'écriture, la confine à l'encadrer, la structure à sa lisibilité. Il permet que l'autre s'y trouve, s'y reconnaisse, soit touché ou pas par ce qui y est donné. Le livre est une réponse, un jeu de cartes à jouer. Il devient la prière inventée par celle qui l'écrit et la risque. Mais si le livre délimite le territoire de l'écrit, le texte, lui, n'a pas de patrie, dis-tu encore. Là se jouent toutes les lettres et ce qu'elles inventent dans leur rencontre avec les apparitions spectrales. Écrire serait un voyage sans fin, sans frontières, un voyage dans l'aveuglement où sourd le silence, l'image s'y forme comme un univers sans bornes, et les lettres traversent les pierres qui s'entrechoquent, réveillent l'ouïe, réveillent les langues, qui, confuses à prime abord, prennent voix pour que s'éveille le chant et sa polyphonie. Les transpositions négatives et positives s'impriment à contre-jour. La poète lit la carte du ciel, le cyanotype du ciel, s'en imprègne. Et je vais là, seule avec ma besace, sauvage et cultivée. Je sais que la vulnérabilité du territoire de l'écrit est un lieu appelé de silence,
mais s'ouvre au champ du commun malgré tout. Il est certes le territoire de l'amour. L'écrit plonge là dans la vase du plus qu'obscur, bas jusqu'à retrouver un souffle, celui du cœur, qu'on ne dira jamais assez. Ça, le territoire insensé de l'amour fou du désir. Ça, le secret qui va mourir avec soi, avec les mots imprimés, cachés dans ses os. Tu écriras: les pulsions mortelles sont des lettres négatives, inscriptions d'absence sur lesquelles aucune image, aucune voix, aucune écoute ultérieure n'auront prise. Je dirais qu'elles sont là pour maintenir présent le vertige du passage hasardeux et périlleux des lettres positives vers le nommable. Y a-t-il des écritures sans lieu, sans territoire? Inscris-tu en titre? Toute errance creuse un territoire innommé. J'écrivais dans un texte sur le vulnérable territoire de l'écrit que l'écriture et ce à quoi elle donne naissance est un des actes les plus vulnérables qui soient. Il s'approche d'une fin en soi. Le corps entier donne place à l'autre qui surgit de ses chairs et révèle une altérité hors de soi. Je retiens de la vulnérabilité des territoires leurs forces vives et inquiétantes, mémoire, pauvreté, faim, déchirement, violence, crime, guerre, naissance, corps, amour, errance, déplacement, anéantissement, racisme, disparition. Des histoires partagées par les mots et leur fracas. À chaque lettre vivante, conclus-tu, répond un appel d'ombre. À chaque passage à l'acte d'amour répond un appel de passion négative, et c'est cette tension constante, inconsciente, qui définit le fil de la fiction. Cette chaîne ténue dans l'enchaînement du sens qui maintient le suspense créateur d'œuvres. Le sens suspendu sur la muraille intérieure et lointain du vide, jusqu'à ce que patiemment et dans le bonheur de la fabrication de l'objet plein, les mots, un à un, gravissent les falaises du livre. Dans ce débordement du livre, les lettres se libèrent et cherchent ad infinitum leur nom. Peu importe, car le trajet sera toujours plus important que sa finalité. L'appel, le passage, ne sont jamais la fin, mais le mouvement écrit de l'amour. Merci Madeleine. Merci beaucoup. Finalement, la dernière personne qu'on va entendre, c'est Juliane Ballester, qui est étudiante en études littéraires à l'UQAM. Après une maîtrise en recherche-création, il entame à présent un doctorat. Ses recherches portent sur l'approche psychanalytique des textes littéraires. Il est également titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en études cinématographiques. En tant que cinéaste, il a réalisé les films documentaires Rue Criolle et Midnight Ramblers. Alors, si vous le permettez, là, je vais m'asseoir parce que je me sens un peu intimidé par l'ampleur de l'audience, et puis, mais aussi un peu comme ému parce que parler en la présence de Madeleine Gagnon, moi, les textes de Madeleine Gagnon, ils m'ont accompagné pendant toute ma maîtrise, et puis ils continuent de m'accompagner aujourd'hui, et puis je sais qu'ils vont m'accompagner pendant tout mon parcours. Et j'ai choisi de lire un texte qui s'appelle « Tu tourneras ta langue », qui est le premier texte du recueil. Et puis, bon, c'est peut-être le texte qui m'a le plus marqué. Et puis, c'est un texte dans lequel Madeleine Gagnon propose l'idée d'une langue ombilicale, donc une langue qui serait directement raccordée à ce temps d'avant l'entrée dans le langage, d'avant la langue. Je reprends l'expression de Louise Dupré que j'ai citée dans mon mémoire d'ailleurs, mais cette langue d'avant la langue. Et
Bah, c'est ça, moi, ça coïncidait avec ce qui était au centre de ce que je tentais de faire dans mon mémoire, c'est-à-dire essayer de cerner ou d'approcher ce temps d'avant les mots, d'avant l'entrée dans le langage. Mais en fait, la lecture des textes de Madeleine Gagnon, ça m'a permis de changer assez radicalement la perspective que j'avais sur ce territoire-là ou sur ce temps-là. Parce que au départ, là, pour moi, ce temps d'avant la langue ou ce dehors du langage ou ce temps qui serait hors de portée du langage, pour moi, c'était comme le paradigme de l'angoisse, on va dire. C'était vraiment le lieu de l'angoisse avec un grand A majuscule. Et puis, c'était un temps ou un espace qui, dans la manière dont je l'appréhendais, c'était comme un temps ou un espace qui serait menaçant, qui nous menacerait d'une certaine dissolution hors du langage. Et puis, en lisant vos textes, et puis en particulier celui-là, j'ai comme mesuré qu'on pouvait délibérément chercher à renouer avec ce temps d'avant la langue, ce temps premier, et qu'on pouvait l'investir sur le plan esthétique, sur le plan poétique, mais aussi sur le plan politique. Et puis ça a été comme quelque chose qui a vraiment élargi mes perspectives et puis qui me fait sentir que ces textes-là, ils sont très utiles encore, très utiles aujourd'hui. Et je vais juste citer une phrase d'un texte qui est pas le texte que je vais lire, mais sur laquelle je suis retombé ce matin. Dans cette idée de retourner à un temps d'avant l'entrée dans le langage, il est question de retrouver la voie souterraine qu'aucune censure n'a abîmée et qui a creusé son abîme dans son retrait de tout langage codé. Et puis là, pour tous les littéraires qu'on est ici, et puis peut-être tous les écrivains, écrivaines ou apprentis écrivains, apprentis écrivaines, le fait de renouer avec quelque chose, avec un temps où aucune censure nous a abîmés, nous a encore abîmés, et touché à quelque chose qui échappe à tous les langages codés, tous les langages codifiés. J'ai la sensation que c'est comme tout, c'est exactement ce qu'on recherche au moment où on est en train d'écrire, et puis qu'il y a une nécessité à sortir de ces codes-là par ce retour à cet en deçà du langage que vous proposez. Et puis une autre perspective que ça m'a ouvert, là, j'étais à un moment où j'étais très 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 plongé dans Lacan, et puis quand on se plonge dans Lacan, c'est très chronophage, et puis ça nous laisse peu de temps pour lire en dehors. Et puis là, c'est Louis Daniel qui m'a mis ce texte entre les mains. Et puis en fait, je pense que c'est peut-être la première fois que j'avais un regard décentré sur la psychanalyse, et puis un regard un peu plus critique, et puis informé aussi par une critique féministe. Et puis là où j'ai compris qu'il y avait un enjeu politique et non pas seulement menaçant à retourner à essayer de toucher ce temps d'avant le langage, c'est quelque chose qui peut paraître peut-être une évidence, mais qui n'était pas encore pour moi. C'est que ce langage qu'on manie, il est issu d'une tradition patriarcale, il est teinté, infusé par une certaine violence patriarcale. Et puis, dans un texte, vous dites que renouer avec ce temps d'avant la langue, ça serait renouer avec un temps où les femmes n'avaient pas encore été aliénées comme sujet d'une histoire d'oppression d'elles. Donc il y avait j'ai compris qu'il y avait un enjeu vraiment politique à renouer avec un temps d'avant une certaine oppression. Et puis, c'est ça, là, comme dans les textes du recueil, là, il est question à partir de ce geste-là de provoquer un dérèglement discursif. C'est une expression que vous utilisez. Puis il me semble que moi je l'entends comme un appel pour nous aujourd'hui d'essayer de se livrer encore à ce dérèglement discursif, parce que vous dites que aucune révolution ne s'est faite sans discours, sans parole, sans texte, et que peut-être que certaines luttes politiques passent par ça aussi. Et avant de lire le texte, là, je vais juste lire une autre citation sur laquelle je suis tombé en préparant la rencontre d'aujourd'hui.
Dans l'idée de ce dérèglement discursif, justement, je vais citer. J'écris pour qu'un jour la parole déréglée soit l'affaire de tous, pour que les fous qui discordent le discours de la représentation sortent des asiles où on les enferme parce que leur parole fait peur, pour que le dérèglement discursif, le délire, en 2 mots, délire, soit un jour assumé par tous, y compris par les sages. Et cette langue ombilicale qui est au cœur de ce texte que je vais lire, il m'a semblé que c'était comme l'outil que vous proposiez pour se livrer à ce dérèglement discursif, justement. Et peut-être juste avant de lire le texte, j'ai juste, comme c'est peut-être pas facile à suivre simplement en écoutant, j'ai juste précisé que dans ce texte, il est question de 3 langues. D'abord, la langue que vous appelez la langue maternelle, la première langue ombilicale, qui serait cette langue d'avant la langue, justement. Cette langue du temps premier où il n'y avait pas encore de mots, où on était dans un rapport immédiat au corps de la mère, immédiat au réel. Et puis, de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, on va dire, il y a ce que vous appelez la langue de la patrie, qui est la langue commune avec laquelle on parle toutes et tous, et puis avec laquelle on est un peu condamné à faire avec. Et puis entre les deux, c'est là où il y a cette langue ombilicale, une seconde langue ombilicale que vous dites, une seconde langue ombilicale, la tienne, qui est la langue qui nous est la plus personnelle, qui est la langue de l'écriture, de l'élaboration poétique, et puis qui a ce mérite d'être à la fois un pied dans la langue de la patrie, cette langue commune avec laquelle on est tous amenés à faire avec, mais aussi cette langue d'avant la langue qui nous permettrait de dire et d'écrire des choses inouïes et puis inédites, puis même interdites pour reprendre vos mots. Donc voilà, je vais lire le texte en question. Puis le texte, je vais le lire en intégralité parce qu'il fait seulement 1 page et demie. Ok, alors. Avant de parler, tu tourneras 7 fois ta langue dans ta bouche. Avant d'écrire alors, on ne compte même plus. Avant d'écrire, tu tourneras ta langue 70 fois cette fois, et quand elle tournera, la langue de ta bouche, tu penseras aussi que cette langue-là, elle n'est pas la même que celle de tes ancêtres, ni la même que celle de ta propre mère, car ta langue à toi s'est séparée de la langue maternelle, en même temps que ton corps se défaisait du sien, et tu penseras aussi que ta propre mère, avec sa langue, avait subi le même sort quand on avait coupé le long cordon, rose et gluant, entre sa mère et elle. Quand tu écriras, tu penseras à ta langue ombilicale coupée et à ta langue maternelle à jamais perdue. Et quand tu seras enfin décidé à passer de ta langue à ta main sur la feuille, tu sauras que le trajet et la destination de ton écriture ne sont que le souvenir du passage entre une langue maternelle abandonnée, devenue étrangère, et une autre langue ombilicale, la tienne, cousue non moins étrangement à la langue commune de ce que l'on nomme patrie. Avec ta langue, tu feras teinter dans ta bouche les doux mots de la patrie, pour cela que ton oreille capte et grave depuis toujours, depuis que tu respires, depuis que la marque chaude et liquide de ta langue maternelle a été de ton corps arrachée. Tu les feras clapoter, chanter, penser, résonner, et tu n'oublieras pas, pendant que ta main transcrit, que ces mots-là sont d'abord et avant tout le raisonnement d'absence d'une langue originelle qui n'est plus. Avec les mots de la patrie, ton écriture parlera de cette origine, comme d'un paradis perdu et retrouvé, seulement dans le champ de ta langue, quand celle-ci, à travers la mémoire perdue de sa propre chair, invente de toutes pièces, comme à partir de rien, une immémoriale présence. Et si, dans cette mémorieuse avancée sur ta feuille ouverte comme une mère accoucheuse, tu oublies de rendre son tribut à la langue de tes pères, qui péniblement et de siècle en siècle a cultivé son jardin de mots dans son pays de neige infinie, si tu oublies que la musique de ces mots et leurs couleurs et toutes leurs saveurs
te ramène à la saveur de l'essentielle et inatteignable langue maternelle en allée, alors, avant même de pouvoir la retourner dans ta bouche caverne, ta langue sera coupée, jetée à la rivière, lancée très loin dans les contrées des gens sans parole, vers de lointaines mers sans mémoire, sans rive et sans nom. Voilà. Voilà, c'est ce qui conclut les lectures. Je voudrais déjà remercier nos 5 lecteurs et lectrices, de même que Madeleine qui est venue aujourd'hui avec l'aide de Sophie Lanctot, que je remercie énormément. Je vous invite, si vous voulez, il y a des copies à l'arrière, il y a aussi du vin, de l'eau pétillante. Voilà. Un instant. Madeleine voudrait dire quelques mots. Excusez-moi, je veux vous remercier tous et toutes. Je suis émue, et ça paraît. Je m'attendais pas à ça du tout. Je pensais pas qu'on verrait, qu'on reverrait des mots que j'utilise, que nous utilisons tous, mais parler encore, mais encore dire, et je